Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 4 février 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons de l'université Savoie-Mont-Blanc avec son président Denis Varachin pour les 40 ans de l'université. Fabien Dangeois, le directeur général du Vigneron Savoyard, viendra nous présenter son projet. Et comme chaque lundi, notre page sport, ce soir, focus sur du rugby féminin. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors on va commencer par un détour par l'Allemagne. Oui, pour le salon ISPO qui se déroule en ce moment à Munich. Et c'est Emmanuel Jaude qui est sur place. On verra son reportage dans le journal. Il nous parlera des 3000 marques qui sont présentes sur ce grand salon des sports outdoor. Et puis on ira enfin en haute altitude. À Valseny, en Haute-Maurienne vanoise, pour l'inauguration de ce télécabine. La télécabine du Vieux Moulin, un des nombreux aménagements de la station qui veut moderniser son domaine. Elle l'a fait cet hiver et on verra un reportage dans le journal. Merci Victoria, pas de revue de presse exceptionnellement aujourd'hui. On se revoit en fin d'émission pour le rappel des titres. À tout à l'heure, Seb. Tout à l'heure. L'ISPO, le plus grand salon européen d'articles de sport, se déroule donc actuellement à Munich, Victoria l'a dit, en Allemagne. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Emmanuel Jaude qui est sur place pour cet événement. Et oui, salut Seb, comme tu l'as dit, on est donc depuis l'ISPO Munich pour te faire vivre et pour vous faire vivre à vous téléspectateurs les coulisses de ce grand salon, de cette grande messe du sport outdoor. Et j'ai avec moi la chance d'avoir Caroline Dewailly. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice générale des skis ZAG et j'imagine que pour vous l'ISPO c'était un incontournable ou en tout cas c'était nécessaire que de venir ici ne serait-ce que pour rencontrer tout le reste du monde de l'outdoor. Donc tout à fait, nous sommes ISPO aujourd'hui, là, nous sommes 5 personnes de chez ZAG à être venues de Chamonix pour être présents à l'ISPO. Donc l'ISPO pour nous ça a deux objectifs prioritaires, c'est tout d'abord le business évidemment et puis aussi surtout une petite veille concurrentielle puisqu'on en profite pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde de l'outdoor, pas seulement le ski mais toute l'outdoor et plein d'inspirations super intéressantes aussi. Alors c'est vrai que sur une équipe de 12 personnes, 5 qui sont présentes à l'ISPO, c'est une grosse partie de l'équipe. J'imagine qu'elles ont toutes les personnes n'ont pas le temps de s'embêter, que les rendez-vous s'enchaînent. Exactement, les rendez-vous s'enchaînent et en plus de ces 5 personnes, il y a aussi un rôle primordial de nos agents et de nos distributeurs. Donc en particulier la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, enfin les pays proches qui sont là, qui en profitent pour avoir tous leurs rendez-vous avec les plus gros clients. Et du coup, nous aussi, on est présents, donc on peut apporter des informations supplémentaires sur la marque. Notre directeur R&D là aussi, donc sur toute la construction produit et présenter nos nouveautés. Donc c'est vraiment des temps forts, oui, pour nous, évidemment. Alors il y a énormément de concurrence ici, on peut le dire, hein, tous les grands noms des fabricants de skis sont présents. Qu'est-ce qui peut faire la petite touche en plus selon ZAG? Comment vous arrivez à convaincre des revendeurs ou de convaincre, je ne sais pas, de nouveaux marchés? Aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir beaucoup d'agents distributeurs qui viennent vers nous, en fait. Donc, c'est vrai que la marque attire de par ses produits, de par sa notoriété qui est encore en pleine croissance, de par son positionnement qui est un petit peu aussi différent. Donc, aujourd'hui, on est une marque haut de gamme. On propose des produits qui ont un design très fort, une R&D qui a fait ses preuves. On a des best-sellers comme l'UBAC, comme le H95. Et aujourd'hui, les distributeurs, des agents viennent nous voir, nous demandant si la distribution dans tel ou tel pays est disponible ou des agents qui souhaiteraient développer la marque parce qu'ils se sentent très proches des valeurs de cette marque et très confiants par rapport à la qualité des produits. Donc ils voient le potentiel. Ça c'est quand ça se passe bien, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas ZAG, des professionnels qui viennent vous voir en disant j'ai jamais entendu parler de vous, ça arrive? Ah bien sûr, on a encore du recrutement à faire, mais déjà de moins en moins. Et dans le monde de la montagne et du ski, c'est en effet de moins en moins courant. ZAG prend se fait de plus en plus une place significative dans le monde du ski. Et dans le monde du ski de rando, du ski de freeride, du ski un petit peu qui sort des sentiers battus. Et on apporte autre chose par rapport aux grandes marques de ce monde. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ZAG dans la poudreuse avec des superbes images. Pourtant cette année, l'ISPO c'est aussi l'occasion de présenter des nouveautés et vous allez présenter justement un modèle un peu plus typé piste. C'est l'évolution, c'est le futur selon vous?
Non, tout à fait, c'est pas, enfin, c'est une évolution. ZAG a toujours eu des skis qui étaient en effet très typés hors piste, un peu tout terrain, mais qui étaient toujours très intuitifs et très faciles sur piste aussi. Mais peut-être que voilà, personne n'osait ou le positionnement était peut-être pas suffisamment clair. En tout cas, là, on arrive en effet avec une nouvelle gamme H complètement repensé, donc du H86 au H116 en passant par le H96 et le H106. Donc tout ça, ce sont les longueurs au patin dont je vous parle. Et c'est une gamme tout-terrain, en fait, vraiment tout-terrain. Donc ZAG ne fera jamais un ski de piste pur et dur, mais un ski qui vous permettra d'avoir des super sensations à la fois sur piste, à la fois en poudreuse, à la fois en neige trafolée, à la fois sur glace. Enfin voilà, vraiment une gamme tout-terrain, polyvalente, très confortable, hyper intuitive. On n'en doute pas. Donc ça, c'est la grosse nouveauté de ZAG, la nouvelle gamme H Patrol. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Caroline d'avoir répondu à ces questions. Je vous souhaite bon courage pour justement réussir à convaincre un petit peu tous grand monde. Il y a un petit peu de boulot, j'imagine. On s'ennuie pas et on est très très occupés. J'imagine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Seb, je te rends l'antenne. Si tu veux avoir plus d'informations et vous, téléspectateurs également, ne manquez pas le reportage complet. Ce sera dans le journal télévisé d'ici quelques minutes. Et un Destination Montagne qui sera également consacré à l'ISPO. Moi, je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc. Merci Manu et bon retour chez nous. Allez, j'accueille mon premier invité pour notre rubrique Dans l'actu, Monsieur Denis Varachin. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Installez-vous. Donc vous êtes le président de l'université Savoie-Mont-Blanc, oui. L'USMB qui fête cette année 2019 ses 40 ans. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de fierté d'être à la tête de cet établissement l'année de ses 40 ans. Alors en effet, parce que les 40 ans, on va dire que c'est l'histoire officielle avec la naissance en 1979, mais en fait ses racines plongent bien plus profondément dans l'histoire, puisque la première université de Savoie, elle est née en 1404 et elle est à Turin. Et d'ailleurs, nous profitons de ce 40e anniversaire pour nouer des relations étroites avec l'université de Turin, qui est notre alma mater, en quelque sorte. Alors, vous êtes en poste depuis le 17 avril 2012. De quoi vous êtes le plus fier depuis votre élection ? Tout d'abord d'avoir résisté jusque-là, parce qu'être président d'université aujourd'hui dans un monde en mouvement, nécessairement, c'est quelque chose qui n'est pas simple d'arriver à orienter vers l'avenir une communauté qui, je crois, comme toutes les communautés, surtout quand elle a d'excellents résultats, ce qui est notre cas actuellement au sein de l'université, se demande finalement pourquoi évoluer. Alors, 40 ans, vous avez amené la médaille qui a été remise lors de cette cérémonie la semaine dernière des vœux à Monsieur le ministre Marc Fesneau, mais aussi à Monsieur Daniel Pacard, le premier président élu. Voilà, tout à fait. Médaille pour célébrer ces 40 ans. Tout à fait. Cette médaille, qui est une plaque, en fait, véritablement, a été réalisée sur le principe de prendre un métal représentatif finalement de notre territoire. Nous avons quand même la vallée de l'aluminium en Savoie et nous avons souhaité la faire réaliser également par nos deux IUT, c'est-à-dire que l'IUT d'Annecy a réalisé la médaille elle-même, donc le travail du métal, et puis l'IUT de Chambéry, lui, a réalisé l'empaquetage. Donc c'est un bel exemple. Plaque fait maison. Plaque fait maison, collaboration interne, et tout le monde se retrouve dans cette identité. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans ? Alors, ce qui a changé, il y a eu énormément de choses. Il y a eu tout d'abord en interne, on va dire, la taille. On a commencé à 2600 étudiants. Aujourd'hui, il y en a 15 000. Et puis, bien entendu, il y a les résultats qui apportent la notoriété, l'image. Pour vous donner quelques exemples, nous venons d'être classés première université française devant toutes les grandes maisons parisiennes ou de région en ce qui concerne l'impact des publications scientifiques de nos chercheurs. Donc nous en sommes très satisfaits. Nous sommes dans le classement de Shanghai. Nous sommes également dans les premières universités françaises, et j'y tiens beaucoup d'ailleurs pour les résultats dans le domaine de la formation. À l'international, nous sommes la première université française pour les mobilités Erasmus. J'allais y venir, c'était ma question d'après. Eh bien voilà, vous voyez, à l'international, il y a également de beaux résultats. En quoi il est si important pour vous, ce programme Erasmus ? Alors il est extrêmement important parce que l'avenir des universités aujourd'hui, certes, est dans le territoire national, mais il est nécessairement à l'international. Ce sont les étudiants qui doivent être au cœur de l'université et ces étudiants doivent être des citoyens européens. Et voilà pourquoi nous mettons en place un projet d'université européenne avec l'université de Turin dont nous avons parlé, mais également avec d'autres universités, notamment espagnoles et roumaines,
un projet orienté sur la latinité. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, l'USMB, ce sont plus de 15 000 étudiants, étudiantes réunis sur 3 campus, Savoie Technolac, Anne-Sylvieux et Jacob Belcombette. D'importants travaux sont prévus concernant ces campus-là dans les années à venir. Oui, en effet, on a le campus historique de Jacob Belcombette qui est très largement passé à côté de phases d'investissement et de rénovation. Et les élus de la Savoie ont pris la décision en fait d'une rénovation très forte de ce campus, puisqu'en fait c'est une destruction à 80% du campus, qui est extrêmement vétuste, donc pour aller vers un campus totalement moderne, un campus du XXIe siècle. De la même manière, à Annecy, eh bien, je crois que le maire d'Annecy a annoncé très récemment qu'il entendait faire d'Annecy une ville universitaire. Donc là également, nous avons d'importants programmes, puisque je rappelle que la Haute-Savoie, c'est un département de plus de 810 000 habitants aujourd'hui, avec un campus de moins de 5 000 étudiants. C'est une incongruité. Quelque chose... Voilà, j'avais encore Madame la rectrice de région au téléphone ce week-end qui m'a dit, bon, venez me voir, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et puis, le campus du Bourget-du-Lac que vous évoquez, c'est un campus un petit peu style Sophia Antipolis. À cette époque, on mêle les entreprises et les universités. Donc, il a eu plus d'investissements que d'autres. Pour autant, c'était une époque où la qualité des constructions ne correspond plus aux normes présentes. Il y a également une pression démographique qui est là, donc il y aura également des travaux sur ce campus. Quels sont les domaines où l'Université Savoie-Mont-Blanc est particulièrement performante ? Eh bien, nous avons essayé de typer nos 3 campus, ce qui permet de les connaître. Le campus de Jacob Belcombette, c'est le campus qui travaille sur les transitions sociétales, transition territoriale avec ce double positionnement transfrontalier avec l'Italie que nous avons évoqué, mais également avec la Suisse. Le campus du Bourget-du-Lac, c'est le campus autour de l'environnement et de l'énergie. D'ailleurs, nous déposons 2 projets d'écoles universitaires de recherche, un sur les lacs et un autre sur le bâtiment solaire. Un de nos enseignants, vice-président d'ailleurs de l'université, accompagnera prochainement Madame la ministre d'ailleurs en Australie pour mettre en place de grands projets solaires. Et puis enfin, nous avons Annecy. Alors à Annecy, nous avons notamment 2 laboratoires de recherche extrêmement renommés, le LAP et le LabTH, dans le domaine de la physique, qui ont participé aux découvertes des ondes gravitationnelles, qui ont participé à la découverte également du boson de Higgs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons remis un doctorat honoris causa à la directrice du CERN, donc très récemment. Et puis, tout un ensemble d'autres composantes à Annecy, qui travaille beaucoup dans les relations avec l'industrie, notamment avec l'entreprise, la mécatronique évidemment, qui est très présente sur ce secteur. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les liens très forts avec les universités italiennes, notamment celle de Turin. Où en est le projet d'université européenne ? Alors ce projet d'université européenne, eh bien, j'y travaillais encore cet après-midi avec les autres recteurs en visioconférence. Donc c'est un projet qui doit être déposé pour la fin du mois de février. C'est très compliqué puisqu'il y a à peu près 150 projets qui vont être déposés en Europe initialement pour 6 candidatures qui seront retenues. Nous espérons arriver, l'ensemble des universités, font pression pour qu'on aille jusqu'à 12 candidatures retenues. Mais vous voyez, même avec 12 candidatures, c'est quelque chose d'extrêmement sélectif. Malgré tout, nous avons pris l'engagement, les 6 établissements réunis, de mettre en place ce projet, quel que soit le résultat de l'appel d'offres. Vous quitterez votre poste en 2020, après 2 mandats. Vous êtes limité par le nombre de mandats. Qu'est-ce que vous garderez ? Qu'est-ce que vous gardez de ces 8 années en tant que président ? On garde toujours ce que l'on a donné et jamais ce que l'on a reçu. Un rappel, les journées portes ouvertes qui sont prévues ce samedi ? Alors en effet, journée portes ouvertes prévue ce samedi. C'est extrêmement important pour les jeunes qui se cherchent encore un petit peu dans leur orientation, mais également pour les familles, pour les rassurer. Donc, venez nombreux sur les 3 sites de l'université. Vous serez accueillis, bien entendu, avec beaucoup de prévenance, mais aussi, je l'espère, beaucoup de joie, parce que c'est une fête, finalement, de découvrir ce monde de l'enseignement supérieur, qui est à la fois un monde qui va amener une spécialisation, mais aussi une ouverture sur l'autre, et puis une ouverture sur son propre avenir également. Donc, espérons qu'il fera beau en cette période un petit peu dégeuse, et puis passez tous et toutes une excellente journée en cette occasion. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? En tout cas à l'université, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour ces 40 prochaines années ? Eh bien, on peut lui souhaiter, premièrement, de continuer à conserver son pouvoir de décision, c'est-à-dire à pouvoir travailler avec les autres universités,
régionale avec les autres universités françaises, avec les autres universités étrangères, mais tout en gardant la possibilité de définir sa stratégie sur un territoire qui se développe, comme vous le savez, économiquement et démographiquement beaucoup plus que la plupart des autres. Merci beaucoup, Denis Barachin. Merci à vous. On aura l'occasion de se recroiser d'ici là. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Allez, on passe au choix de la rédac avec monsieur Fabien Dangeois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur général de la coopérative Le Vigneron Savoyard. Oui. Alors, avant toute chose, avant de parler du projet qui nous intéresse, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette coopérative Le Vigneron Savoyard? Alors, la coopérative que je dirige actuellement depuis pas si longtemps que ça est en fait la fusion de deux caves historiques, de Savoie, parce qu'en Savoie, on a aujourd'hui, il n'y avait plus que trois coopératives viticoles. Donc, la cave d'Apremont, qui s'appelait Le Vigneron Savoyard, et la cave de Chautagne, à Ruffieux, qui s'appelait la cave de Chautagne. Donc, les deux ont fusionné en 2016. Avec tout un historique déjà de travail en commun qui remonte aux années 2000 notamment sur la partie commerciale. Et donc aujourd'hui, cette fusion des deux caves coopératives, le vigneron savoyard représente 60 vignerons coopérateurs, grosso modo, donc ils sont vraiment des associés de la cave coopérative, et environ 160 hectares qui sont répartis donc, entre les deux zones de production, Apremont et la Chautagne. Alors, vous venez de créer la Vigne des Alpes, une société coopérative d'intérêt collectif, ce qu'on appelle une SIC. Déjà, la différence entre une SIC et une SCOP, on connaît les SCOP. Quelle est la principale différence? C'est dans le même milieu. Sensiblement. Une SIC reste dans le domaine des SCOP. La SIC, c'est vraiment c'est le même milieu, les mêmes prérogatives juridiques, je dirais, et c'est juste une émanation des SCOP. Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette nouvelle entité? Alors, les problématiques qui ont vraiment été pointées du doigt par les coopérateurs et qui sont en règle générale récurrentes au sein de la coopération viticole française, c'est une évolution assez alarmante, je dirais, de l'âge des coopérateurs. Les coopérateurs sont de plus en plus proches de la retraite et la grande majorité n'est peu ou pas remplacée, ou peu de succession prévue. Et donc on se retrouve avec des coopératives qui perdent de manière assez significative des adhérents. Pourquoi justement? Comment on peut expliquer ce phénomène qui n'est pas de renouvellement? Il y a plusieurs paramètres qu'on peut prendre en compte, mais dans le domaine viticole, contrairement à d'autres domaines agricoles, la coopération est moins vendeuse aujourd'hui. On a beaucoup plus de mal à attirer des jeunes, à attirer des nouveaux coopérateurs. Tout simplement parce que le modèle coopératif est probablement beaucoup moins vendu, entre guillemets, au sein des instances enseignantes. Ce n'est pas un modèle qu'on va mettre en avant, on va plutôt mettre en avant le modèle du vigneron indépendant. Pourquoi après, c'est un peu discutable, je dirais c'est plus un phénomène de mode. C'est vrai que le fait d'avoir son nom sur une étiquette, c'est peut-être quelque chose qui est plus attirant pour un jeune qui va s'installer. La valeur ajoutée qui va être un petit peu différente. Maintenant, le travail n'est pas du tout le même. Un vigneron coopérateur, il va surtout se concentrer sur la production du raisin. Et là, il peut vraiment y passer beaucoup de temps. Et il va se concentrer dans une deuxième partie sur la gestion de sa société en tant qu'administrateur s'il souhaite prendre un mandat. Quel est l'objectif de cette nouvelle société? Alors l'objectif de la SIC, donc on va dire qu'il y en a deux. Premièrement, c'est d'essayer de maintenir notre vignoble engagés à la cave. Donc on a beaucoup de coopérateurs qui s'en vont, on a beaucoup de doubles actifs aussi, des gens qui vont avoir deux activités économiques, dont coopérateurs à la cave et qui vont avoir souvent des petites parcelles. Et puis à l'âge venant, décident d'arrêter par exemple, décident d'arrêter des petites parcelles qui ne sont pas forcément mécanisables. On est quand même sur une agriculture, enfin une viticulture de montagne, donc avec vraiment un engagement fort, je dirais. Et donc souvent, ces coopérateurs décident finalement d'arracher. Arracher, ça veut dire que nous, forcément, ça nous fait moins d'approvisionnement. Et ensuite, on a aussi un souci, c'est qu'on n'arrive pas à faire venir des jeunes. Donc si j'arrive à capter du vignoble, à maintenir une véritable viticulture sur nos coteaux, notamment sur la Chautagne
et un peu moins sur Apremont parce que le problème n'est pas le même, probablement qu'avec cette possibilité, je pourrais attirer des viticulteurs jeunes qui auront forcément plus de facilité si on les accompagne en leur faisant comme d'une certaine manière du portage, si vous voulez, du portage de foncier, leur apporter la possibilité de s'installer de manière plus économique et plus sereine. À qui elle s'adresse, à qui elle est ouverte, cette SIC? Alors la SIC, elle est ouverte à tout un chacun, à la fois des personnes physiques, des personnes morales. C'est aujourd'hui un projet qui est relativement soutenu par les mairies de notre entourage, de notre bassin économique, et principalement les mairies de Chautagne qui ont bien compris la réalité du problème aujourd'hui qui nous concerne tous, pas simplement la cave coopérative, mais les gens de la Chautagne en général et d'Apremont. Quels sont les premiers retours justement? Alors les premiers retours, c'est que notamment sur les gens qui connaissent l'historique de la cave, qui connaissent notre activité, qui savent comment on travaille, on a un retour très naturel, simplement c'est nos clients ou les gens qui sont connectés d'une manière ou d'une autre à des coopérateurs ou à l'activité économique de la cave, très naturellement sont venus nous voir en disant « moi ce projet m'intéresse, ce projet je le trouve porteur, je trouve porteur de sens pour l'économie locale, les paysages, le maintien d'une agriculture spécifique qui pourrait être amenée à disparaître si on ne faisait rien ». Merci beaucoup, photographe Fabien Dangevois. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci à de m'avoir bientôt. reçu. Au revoir. Nous sommes lundi, c'est l'heure des sports et ce soir, deux invités. Focus sur le rugby féminin avec Maëva Picon et Maxime Chira. Enchanté, installez-vous. Bonsoir. Alors Maëva, bonsoir. Vous faites donc partie de l'équipe des moins de 18 ans de l'USANSI. Oui. Maxime, vous êtes un des entraîneurs de cette équipe. On va commencer avec vous, Maëva. Comment est-ce que vous avez découvert le rugby? Comment est-ce que vous êtes arrivée au rugby? Alors en fait, depuis que je suis toute petite, je suis mon papa au match, parce que mon papa est un grand fan de rugby. Et j'ai eu le déclic en allant voir le match France-Angleterre à Grenoble il y a 5 ans. Et j'ai dit à mon père, je veux faire du rugby. Et c'est arrivé qu'en fait, on s'est renseigné à l'USANSI et il y avait déjà des filles. Et du coup, c'est là que j'ai commencé. Donc j'ai commencé d'abord avec les garçons. Et là, j'en suis à ma 3e année avec les filles. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? C'est un sport avec beaucoup de valeurs. Il y a beaucoup d'amitié, je me suis fait beaucoup d'amis. Ensuite, c'est un sport de combat, donc ça me défoule vraiment beaucoup et ça m'a permis de vachement m'ouvrir aux autres. Vous jouez quel poste pour les connaisseurs? 2e ou 3e ligne. Maxime, elle est comment en tant que joueuse, Maëva? Très investie, très passionnée. Je dirais que c'est un des éléments catalyseurs et fédérateurs de l'équipe. Donc c'est agréable de travailler et d'entraîner des joueuses comme Maëva. Ouais. Alors c'est un sport qui souffre encore de beaucoup de clichés, vous me disiez, notamment le fait que pour certains c'est un sport qui est réservé aux hommes. Vous le ressentez encore quand vous êtes en compétition, quand vous jouez le week-end? Non, beaucoup moins. Parce que maintenant c'est vrai que c'est vachement plus développé et en plus on a une équipe de France féminine qui est juste au top, ils gagnent tous les matchs. Et, donc c'est vrai que maintenant c'est vachement plus simple de dire qu'on est une fille et de faire du rugby. Maxime, ça fait partie de votre combat, entre guillemets, justement, de lutter contre ces préjugés? Oui, bien sûr. Il y a encore beaucoup de travail à faire? Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais bon, moi, je m'appuie un peu sur quelques chiffres. Malheureusement, les effectifs des écoles de rugby réduits d'année en année, sauf les effectifs féminins qui sont en augmentation. Donc, ça nous donne de beaux au cœur. Et puis, on fait du bon travail. On souffre un peu d'un manque de visibilité, bien sûr, mais on a quand même quelques personnes qui nous soutiennent, qui nous supportent. Et puis les filles font du bon jeu, donc c'est ce qui attire de nouvelles personnes dans notre école de rugby. Oui. Maëva le disait, le fait que l'équipe de France féminine, le 15 de France féminin, soit actuellement au top, encore une grosse victoire ce week-end en tournoi des destinations, ça peut avoir un impact sur le développement du rugby féminin? C'est essentiel. Une équipe phare, l'équipe fanion, c'est l'équipe de France, soit homme ou femme. Si elle marche, plus compliqué pour les hommes en ce moment. C'est plus compliqué pour les hommes en ce moment, bien sûr, mais c'est forcément l'impact est énorme. Si une équipe internationale, nationale de l'équipe de France tourne fort, ça apporte forcément des jeunes filles aux écoles de rugby l'année suivante. Alors pour hiérarchiser les choses, une entente entre 3 clubs a été mise en place avec donc, Annecy, Chambéry et Eugène-Albertville. Comment ça fonctionne? En fait, on fait nos matchs ensemble et on essaye de faire un entraînement commun une fois par mois.
Donc c'est un peu compliqué du coup de jouer ensemble quand on ne s'entraîne pas forcément ensemble, on ne fait pas les mêmes choses en entraînement, mais le travail paye, on est quand même première du classement, donc c'est génial. Alors, du côté du SNC, les résultats sont là, hein, puisque vous avez remporté au printemps dernier la finale des Alpes contre Grenoble. J'imagine que ça doit être un très beau souvenir, une très belle satisfaction. Oui, c'est mon plus beau souvenir. C'est vrai qu'on n'avait pas battu Grenoble de toute la saison, parce qu'elles étaient dans notre poule, et elles étaient vraiment invaincues jusque-là. Et les battre en finale des Alpes, c'était incroyable en plus. On avait nos U18 qui jouaient le même jour, donc il y avait énormément de monde. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, je pense qu'on a été vraiment reconnus par beaucoup de monde. Est-ce que la mise en place d'une compétition locale, voire régionale de plus grande ampleur, elle peut être envisagée dans les mois, dans les années qui viennent? On va parler dans les années. C'est vrai que ce qu'il nous faut, c'est encore des effectifs au niveau des jeunes. Alors les filles, comme Maëva l'expliquait tout à l'heure, jusqu'en moins de 15 ans peuvent jouer avec les garçons. Et ensuite, dès qu'elles passent cette catégorie, elles sont obligées de rejoindre une équipe féminine. Alors c'est vrai qu'on essaye donc là on est obligé d'être en entente, mais on espère qu'il y ait de plus en plus d'équipes féminines dans tous les villages de Savoie et de Haute-Savoie, bien sûr. J'imagine, Maëva, que l'objectif c'est à terme d'intégrer l'équipe senior de l'SNC. On n'en a pas encore, on aimerait de créer, de monter en tout cas. Oui, c'est ça. C'est pour ça là on est vraiment à la recherche de filles et on espère vraiment faire une équipe senior à Annecy. Ça pourrait participer au développement, le fait d'avoir à Annecy une équipe senior? C'est essentiel. Je suis certain que ça peut être une vraie lampe de lancement de la promotion du rugby féminin sur le bassin annécien, si on avait une équipe senior, oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui manque, selon vous, le fait que ça décolle vraiment? On a vu que le foot, notamment chez les filles, avec l'équipe d'Ambi, l'équipe de Chi, a vraiment pris. Qu'est-ce qui manque encore au rugby? En tout cas, d'un point de vue local. Je dirais il faut encore que des papas et des mamans osent amener leurs filles aux écoles de rugby et de venir ferrailler avec des garçons, parce qu'elles sont largement au niveau. Il y a très peu de différences physiques ou même techniques en bas âge. Il faut oser, et puis une fois qu'on aura des effectifs, la mayonnaise se prendra. Ouais. Maëva, un mot là sur la suite de la compétition. Qu'est-ce qui vous attend comme confrontation? Ce week-end, on a match au Pays de Gex. Et donc là, il faut qu'on termine nos matchs de poule. Et ensuite, on est censé faire une poule supérieure avec les grosses équipes. Et ensuite, on aimerait intégrer les championnats de France si on gagne tout. Mais on croise les doigts en tout cas. Oui. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. De promouvoir un petit peu la discipline. Merci. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. Quelques résultats avant d'accueillir Victoria pour le rappel des titres. L'équipe de France de ski freestyle a parfaitement débuté les championnats du monde de Park City en Utah aux États-Unis. Samedi soir, François Place est devenu champion du monde de ski cross, un petit peu à la surprise générale, on doit l'avouer. Jean-Frédéric Chapuis et Bastien Midol terminent 5e et 9e de cette course. En Big Air, la Savoyarde teste le 2, 17 ans, est sacrée championne du monde pour la toute première fois de l'histoire de cette compétition. Autre médaille pour le clan tricolore, Alizé Baron, qui termine 3e du ski cross. Victoria, de retour pour le rappel du journal. On ira du côté de l'ISPO qui se tient actuellement à Munich. Oui, le plus grand salon européen pour les marques de sport outdoor. Elles sont près de 3000 et Emmanuel Jaude était sur place. On verra son reportage dans le journal. Et puis tu allais faire un petit tour du côté de Valseny la semaine dernière. Où une nouvelle télécabine a été inaugurée. Elle fait partie des nombreux nouveaux aménagements qui modernisent le domaine. On verra également un reportage dans le journal. Merci beaucoup Victoria, on te retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction. À tout de suite.